Merci à tous d'être venus. Je suis très content d'être ici pour vous présenter une partie de mes travaux sur mon doctorat. Donc les résultats proviennent d'un stage Mitax que j'ai effectué en collaboration avec Clemex Technologies, qui est une entreprise qui est le principal partenaire de mon doctorat, qui est une entreprise qui propose des solutions d'imagerie optique dans tout un tas de domaines, notamment dans l'industrie minière. Donc je remercie Mitax c'est un stage Mitax, je remercie Mitax et Misa de m'avoir invité à cette présentation et d'avoir investi un peu dans le projet. À mentionner mes directeurs, Mostafa Benzazoua, Benoît Plante, et puis aussi les gens de Clemex, Mathieu Guillard, Francis Quintal-Lozon, qui ont participé à ces travaux-là. Oups. C'est moi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? C'est bon? Ah non, c'est bon? Non, c'est bon? Bah. Ah, ok. Non, très bien. Voici le plan de ma présentation. Je vais commencer par une introduction, vous parler de ce que c'est que la minéralogie automatisée. Je vais vous parler de prédiction environnementale et de la pertinence de la caractérisation minéralogique là-dedans. Problématique, objectif de l'étude. J'ai une partie matériel et méthode, résultats de discussion. Je finirai par des conclusions et des perspectives. Donc, c'est quoi la minéralogie automatisée? Ça renvoie à un certain type de caractérisation microscopique où le but, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une image segmentée, classifiée de vos particules sur votre échantillon. C'est une sorte de cartographie minéralogique. À partir du traitement d'image, on peut quantifier tout un tas de paramètres, notamment texturaux, c'est la granulominéralogie, degré de libération, etc. etc. Donc, les systèmes les plus développés, c'est des systèmes qui sont développés autour de ce qu'on appelle le microscope électronique à balayage associé à la spectroscopie EDS, sûrement entendu parler du ChemScan, du MLA, du TIMA, etc. etc. Donc, ces systèmes-là utilisent la microscopie, l'imagerie électronique et la spectroscopie EDS pour identifier les minéraux. C'est des systèmes, c'est des types de caractérisation qui sont de plus en plus utilisés dans le domaine minier à des fins géométallurgiques parce que souvent, ça permet d'identifier ce qu'on appelle des variables critiques. Je n'ai pas fini. Des variables critiques minéralogiques pour la définition de domaines géométallurgiques et notamment géo-environnementaux. Mais le problème avec ces systèmes-là, c'est que ça représente des coûts opérationnels, des capitales qui est assez élevé, ce qui fait que l'industrie minière a quand même tendance à pas trop les utiliser, même si c'est de plus en plus le cas. C'est pour ça que le microscope optique automatisé, ça représente une bonne technique plus abordable, alternative et moins contraignante. Elle est basée sur l'imagerie optique et sur ce qu'on appelle l'analyse d'images multispectrales optiques pour faire ce qu'on appelle de la mesure de réflectance, donc mesurer la couleur en fait des minéraux pour les identifier et obtenir à la fin l'image segmentée, comme pour les systèmes type MEB-EDS. Concernant la prédiction environnementale, bon, le phénomène qu'on veut absolument diminuer ou du moins contrôler dans l'industrie minière, c'est ce qu'on appelle le drainage minier acide. On illustre ce phénomène-là souvent par l'oxydation de la pyrite. Donc, caractérisé par un taux d'acidité avec les ions H+, et la présence de contaminants comme le fer. Donc on peut résumer ça par des réactifs et les produits, là, les sulfures, l'eau plus oxygène et le DMA. Donc ça, c'est toutes les techniques. On va jouer soit sur les réactifs, soit sur l'effluent minier pour diminuer ce phénomène-là. Donc notre institut est vraiment spécialisé dans tous ces tas de domaines-là. Tout simplement pour vous illustrer que en fait, l'origine principale des contaminants dans vos effluents miniers, ça va être les minéraux. Donc quantifier, caractériser les minéraux, ça a de la pertinence pour prédire au maximum ce phénomène-là. Donc en fonction de la composition minéralogique de votre minerai, de votre résidu ou de votre stérile-là, vous pouvez prédire le taux d'acidité qu'il peut générer et puis les contaminants qui peuvent être présents. Donc ça va être le fer, le plomb, le zinc, etc. etc. Donc les méthodes de prédiction sont différentes, basées sur des essais chimiques puis minéralogiques selon les résultats obtenus et les reculs de la nature minéralogique. Donc il y a des méthodes statiques qui ont évolué au cours du temps qui demandent maintenant une analyse minéralogique automatisée de plus en plus poussée jusqu'à la prise en compte du degré de libération, de la prise des textures minéralogiques. Donc pour potentiel d'acidité, on passe souvent de l'analyse chimique basée sur le soufre à la prise en compte de toute la minéralogie de votre échantillon pour déterminer le potentiel d'acidité. Donc la caractérisation minéralogique pour la prédiction environnementale est de plus en plus sollicitée par la minéralogie automatisée par le ministère. Ça représente un coût
opérationnel capital assez élevé. C'est pour ça que le microscope optique, ça représente une bonne alternative. Le problème, c'est qu'il est limité par l'utilisation de ce qu'on appelle les filtres spectraux pour identifier les minéraux. Ça demande une acquisition multispectrale qui est assez lourde. C'est pour ça que l'imagerie hyperspectrale a quand même un gros potentiel et il va être, lui, limité à ce qu'on appelle un champ spectral complet pour une identification qui serait plus efficace. Donc vraiment, la différence entre multispectral et hyperspectral, c'est au lieu de regarder quelques longueurs d'onde, on va regarder tout un champ de domaine spectral donné. Donc on va avoir une image où un pixel va avoir une donnée spectrale sur tout un champ donné. Ça va de 400 jusqu'à 1000 nanomètres, pourquoi pas. Donc l'imagerie hyperspectrale, on a parlé avec Isabelle, là, avec les travaux d'Alban. C'est une technique qui est très développée pour l'exploration sur carottes de forage, particulièrement pour les minéraux type phyllosilicate. Le problème, c'est que l'identification et la quantification des sulfures est très peu exploitée. Donc l'objectif général, c'est de développer une imagerie hyperspectrale optique. Pour cela, on a préparé des échantillons de minéraux purs, on a une base de données de réflectance hyperspectrale optique, et on a créé une méthode de classification de données hyperspectrales. Voilà la méthodologie qu'on a utilisée pour préparer nos échantillons de minéraux purs. On a deux types d'échantillons, un échantillon grossier sur lequel on a fait l'inspection microscopique. Et puis on a pris exactement les mêmes échantillons, on les a broyés pour faire du DRX, pour vérifier la pureté de ces minéraux-là, pour créer ce qu'on appelle les standards minéralogiques. Donc on a évalué aussi leur pureté. Voici la liste des 26 échantillons sur lesquels on s'est intéressé. C'est à la fois des échantillons des minéraux qui ont un intérêt métallurgique, mais aussi environnemental, parce qu'ils portent les contaminants, des éléments délétères, comme on dit. Voilà un exemple de fiche de données sur les minéraux étudiés. Vous avez la formule, l'optique, etc., etc. Donc différents standards minéralogiques ont été créés pour contrôler la composition des standards minéralogiques. On a utilisé le principe de Deleuze. Le but, ça a été de mélanger des minéraux pour s'imposer des défis en termes de réflectance qui présentent des réflectances qui sont dissimilaires avec des réconciliations difficiles. Vous avez la composition des standards minéralogiques qu'on a utilisé avec l'exemple d'image optique pour le cas. Voici le setup expérimental qu'on a utilisé qui vient de chez Clemex. C'est un microscope optique Leica DM6000M assez classique sur lequel on a mis deux caméras, une caméra RGB assez classique puis notre caméra hyperspectrale. Le but ça a été avec le logiciel de Clemex Vision de contrôler le microscope optique et de synchroniser à la fois la caméra avec le microscope optique automatisé. La caméra c'est une caméra de chez Resonon, la PICA-L qui a un domaine spectral de 400 et 1000 nanomètres, ça correspond à 241 channels comparé aux filtres spectraux qu'on peut avoir avec un pad de 2.1 nanomètres, une résolution spectrale de 3.3, un FPS qui peut aller jusqu'à 249, etc. Voici la méthodologie globale. On a pris nos échantillons, on a fait de l'acquisition hyperspectrale optique. Avec le logiciel de chez Resonon, en fait, on a sélectionné des zones sur des coins où il y a des minéraux qui sont assez mixtes. On a moyenné les données hyperspectrales brutes pour les calibrer. En fonction d'autres échantillons, on a fait exactement la même chose pour créer notre base de données. Voici la méthode d'analyse hyperspectrale. En fait, à fonction pour les minerais qu'on a étudiés et les standards minéralogiques, en fonction de la connaissance minéralogique qu'on avait, on a sélectionné un certain nombre de longueurs d'onde sur notre cube hyperspectral, sur nos données hyperspectrales qu'on a obtenues. On a chargé les images monochromatiques correspondantes. On les a envoyées au logiciel de Clemex Vision. On a fait ce qu'on appelle les seuillages de niveau de gré, donc on a fait du traitement d'images. Et on a fait de la classification très simple qui est booléenne pour obtenir à la fin une image classifiée finale. Voilà notre base de données de réflectance sur les 26 échantillons. On les a normalisés sur un standard de réflectance, c'est des données entre 400 et 800 nanomètres. Des réflectances qui sont très similaires à la littérature, donc il y a quelques différences qui sont liées à la méthode d'acquisition des données qui sont très différentes entre la littérature et d'autres. Un exemple de réflectance de données pour les sulfures les plus communs, quelque chose qui est très similaire, on a des comportements de réflectance qui sont très similaires à ce qu'on connaît de la littérature, même s'il y a quelques grosses différences, mais ça c'est pas trop important. On a notre propre base de données, c'est sur quoi on va jouer. Voici les résultats des meilleures longueurs d'onde pour la classification hyperspectrale. C'est basé sur un petit algorithme que j'ai développé sous Python pour choisir les meilleures longueurs d'onde pour discriminer chaque phase minérale à partir des données hyperspectrales. Donc à partir de la connaissance minéralogique, on veut éviter un phénomène qu'on appelle le recouvrement de réflectance pour permettre la discrimination de chaque phase minérale. Et on s'est limité à chaque fois à 2 longueurs d'onde sur tout le cube hyperspectral. Notre but, c'était vraiment de prouver une certaine efficacité de la méthode par une classification qui était vraiment très très simple. Voici un exemple sur l'échantillon de minerai de pyrite qui présente aussi la chalcopyrite, la galène et aussi un peu de sphalerite que vous avez ici. Une classification, une image classifiée finale qui est vraiment très très propre. Un autre exemple sur un échantillon de minerai du mont nickel qui présente à la fois de la warite, la pentlandite et de la magnétite. Encore une fois, classification très propre pour une méthode de classification très, très simple. Sur notre standard de sulfure commun, encore une fois, très
très efficace, et pourtant, vous voyez, c'est une espèce de spaghetti de réflectance. Juste avec 2 longueurs d'onde, on arrive à très bien discriminer chaque phase minéralogique. Un autre exemple sur un standard avec des réflectances similaires, faibles, avec hématite, ilménite, sphalerite, molybdénite et graphite. Pareil, espèce de spaghetti de graphite, mais pourtant on arrive très bien à discriminer toutes les phases minéralogiques. Donc en conclusion générale, c'est une première étude vraiment significative sur ce qu'on appelle la minéralogie automatisée en microscopie optique, utilisant l'imagerie hyperspectrale. Résultat très concluant, on a notre propre base de données qui est très similaire à la littérature. Une synchronisation entre le microscope optique et la caméra hyperspectrale qui est possible. C'était vraiment un défi technique pour ce projet-là. On a utilisé les cubes hyperspectrales bruts pour la classification minéralogique via le développement de routines très simples pour Clemex Vision. On s'est limité vraiment au domaine du visible, entre 400 et 800 nanomètres pour exploiter. N'empêche que la méthode qu'on a développée, quand vous avez des genres de choses comme ça, où vous avez des comportements de réflectance qui sont très similaires entre les minéraux d'arsenic, pour ce cas-ci, l'approche de classification booléenne est quand même très limitée. Ce qui fait qu'on a encore du travail là-dessus. En perspective, du coup, on veut utiliser ce qu'on appelle des méthodes de classification plus complexes avec distance de Maliovis, la technique de linéaire discriminante. Le but, à date, c'est vraiment d'utiliser tout le cube hyperspectral. On veut évidemment améliorer le traitement d'image en utilisant des domaines spectraux un peu plus divers, notamment dans l'UV, mais ça représente forcément une limite technologique vis-à-vis des caméras hyperspectrales. Proposer aussi, pourquoi pas, l'imagerie polarisée analysée pour une meilleure discrimination des phases, notamment utiliser ce qu'on appelle le deep learning. C'est ce que j'ai pu avoir l'occasion de faire dans mon doctorat. Donc c'est très innovant comme approche, ce qui fait que dans le cadre de mon doctorat, on a déposé une petite propriété intellectuelle entre ce qui a été développé entre Clemex et Lucat, et ça prend en compte l'imagerie hyperspectrale. Voilà les références en question. Je vous remercie de votre attention.